Eh bien, je vous propose sans plus attendre de laisser la parole à Monsieur le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du numérique. Cher Mounir, la parole est à vous. Oh, mais venez, Mounir Majoubi, à ce desk, absolument. Alors, du coup, de quoi se parle-t-on aujourd'hui? Parce que vous avez été beaucoup sur les plateaux de télé récemment, justement, pour pouvoir parler de cette stratégie numérique pour la France, un pays de start-up, une start-up nation. Moi, j'ai quand même envie de savoir quelque chose. À quel moment on va devenir une scale-up nation? Vous avez raison de poser la question et vous avez raison de rappeler les mots. Et monsieur le représentant du Conseil régional, vous avez dit un élément essentiel, c'est l'équilibre qu'on doit avoir dans une stratégie numérique. Et là, vous parlez de comment on fait des scale-up. Pour faire des scale-up, il faut qu'on ait un contexte numérique global qui permet cet équilibre. Aujourd'hui, moi j'ai plusieurs responsabilités. Il y a à la fois les startups, comment on fait des super champions qui partent à l'étranger, qui grossissent vite, qui recrutent, qui innovent, qui vont loin. Mais il y a aussi la transition numérique des TPE-PME. Il y a aussi la transformation numérique de l'État. Et puis il y a aussi l'inclusion numérique. L'inclusion numérique, c'est ce sujet de comment on s'occupe des 13 millions de Français qui ne savent pas utiliser des services numériques, que ce soit des services publics, que ce soit les services de nos startups ou que ce soit les services numériques de nos TPE-PME. Si on ne traite pas de tous ces sujets-là, pas de scale-up, pas d'innovation, et on n'avancera pas. Mais aujourd'hui, on est venu parler du futur. Être en politique, être au gouvernement, c'est gérer les temporalités. C'est qu'est-ce qu'on doit faire tout de suite, qu'est-ce qui doit venir après, comment on prépare le très après, et comment on prépare l'incertitude. Comment on prépare l'incertitude du mouvement de l'innovation, comment on prépare l'incertitude des transformations sociales, comment on prépare l'incertitude d'une accélération de la transformation de l'emploi, par exemple. Et c'est faire des paris, c'est faire des choix financiers, puis faire des choix courageux, faire des choix politiques. Par exemple, sur les transformations à venir de l'emploi liées aux transformations numériques, on a décidé de mettre tout l'investissement dans les compétences. C'est pour ça qu'on fait un plan d'investissement de 15 milliards d'euros sur les 5 ans, en misant sur les compétences des Français. En disant, oui, certains perdront leur emploi parce qu'il disparaîtra, certains auront besoin de réinventer leur emploi en se numérisant, et puis d'autres iront conquérir des nouveaux emplois, les nouveaux emplois du numérique. Et pour ça, il faut qu'on les forme, il faut qu'on les accompagne. Et donc, c'est tout cet ensemble-là qu'on porte. Mais si on revient donc sur ce chapitre, qui est celui de l'innovation, comment on accompagne nos startups pour qu'elles deviennent des scale-up, comment on va plus vite? Eh bien, on a plusieurs niveaux. Il y a le niveau français, qu'est-ce qu'on va faire en France? Et on a pas mal de choses, je vais y revenir. Il y a le niveau européen, c'est un niveau qu'on a un peu délaissé sur le sujet de l'innovation numérique et qui est aujourd'hui un lieu de conquête et où la France a une voix et où la France est leader. Et si je peux me permettre, on a beaucoup parlé notamment ce matin, et donc on a vu notamment que la Commission européenne avait un calendrier bien chargé en matière réglementaire pour les mois qui arrivent, dans lequel j'imagine la France s'insérera aussi. C'est pas qu'elle s'insérera, c'est qu'au sein de la Commission et au sein du Conseil d'Europe, la voix de la France sur ces sujets-là est l'une des plus écoutées. Sur chacun des sujets qui ont été abordés ce matin. Et puis il y a un troisième sujet, plus global, international, qui est comment on repense aujourd'hui nos règles de fiscalité, comment on repense nos règles de compétitivité, nos règles de droit de la concurrence, nos règles de perception des grands flux financiers à l'heure de nouveaux types d'acteurs transnationaux, à l'heure d'une économie basée sur les données, à l'heure d'une réappropriation des données par les citoyens, et qui nous ouvre un nouveau champ de réflexion qui pourra se transformer en champ de régulation, mais pas forcément. Déjà, penser une chose, c'est déjà se préparer à la transformer, sans forcément passer par un démantèlement ou une transformation. Sur le sujet national, un premier sujet, vous l'avez tous rappelé, donc je serai rapide, mais je vais le redire pour le célébrer. Un des grands enjeux, c'est, et c'est quand même paradoxal, je vous parle de conquête de l'international et du futur, et pourtant je vous dis que le premier point, c'est le territoire. Aujourd'hui, les métropoles French Tech, aujourd'hui les territoires d'innovation en France, ce sont ceux qui permettent le plus rapidement d'aller à l'export. Ce sont ceux qui permettent le plus rapidement l'émergence de très grandes entreprises. Le fait que BPI soit un acteur national, mais qui opère de façon régionale, le fait que la Caisse des dépôts soit un acteur national qui opère de façon régionale en collaboration avec les territoires innovants, c'est ça qui fait une des spécificités de la France, et c'est ça qui fait le succès ici de Montpellier, qui fait le succès de Toulouse, qui fait le succès de Rennes, et il y a quelques recettes sur ces sujets-là. C'est des élus locaux qui y croient très fort, de la recherche et de l'innovation publique qui croient très fort à l'idée de créer de la valeur et de créer des entreprises, et puis des innovateurs qui décident de rester et de construire et de créer ensemble une solidarité qui peut passer sous le label French Tech,
mais aussi des villes qui n'ont pas le label, mais qui créent cette solidarité active. Ce qui est fort avec le label French Tech, c'est que d'une solidarité active entre entrepreneurs, on arrive à faire un effet multiplicatif x 100, parce qu'on a la force de frappe du public qui arrive à mobiliser du foncier, mobiliser de l'intelligence territoriale, et qui fait que cette volonté des entrepreneurs, elle trouve un écho avec l'action publique. Donc si je vous suis bien, c'est une communauté, un véritable maillage, une infrastructure au sens d'abord humain du terme. Mais qu'en est-il des infrastructures au sens purement réseau ? Eh ben, vous avez raison, ça ne sert à rien de dire qu'on va faire du numérique partout si on ne s'occupe pas des réseaux. Et le premier des réseaux, c'est le réseau mobile. Aujourd'hui, la violence la plus ressentie par les Français, c'est de ne pas avoir de réseau mobile du tout et de ne pas avoir de réseau mobile de qualité, notamment sur la donnée, dans une trop grande partie du territoire. Aujourd'hui, vous avez de nombreuses communes qui m'écrivent des courriers, j'en reçois une trentaine par jour, pour expliquer qu'une nouvelle famille a refusé finalement de mener à bien son projet d'acquisition d'une maison parce qu'ils se sont rendus compte sur la fin qu'il n'y avait pas un bon réseau mobile de qualité et que le très haut début était prévu plutôt pour 2025-2026 que l'année prochaine. Bon, ça c'est terrible. Si on croit fort à notre schéma territorial français, qui est qu'aujourd'hui on a envie qu'il y ait des emplois partout sur le territoire. Aujourd'hui on a envie que les gens ils puissent créer leur vie là où ils ont choisi de la créer. C'est-à-dire que si j'ai envie d'être un cadre et que je souhaite rester en famille dans un territoire rural, il faut que ce soit possible. Et le numérique donne la capacité à le rendre possible. Seulement, on se rend compte que dans ces territoires, eh bien, c'est rendu impossible à cause du réseau. Donc sur ce sujet, on a pris des engagements, on a annoncé la volonté du gouvernement, la volonté du président de la République. 2020, un réseau mobile de qualité partout sur le territoire. 2022, bon débit. 2020, pardon, bon débit partout pour le réseau fixe. Et 2022, on conserve l'objectif de très haut débit partout. Sur le premier, sur le sujet du réseau mobile, le sujet c'est comment on rentre dans un dialogue franc avec les opérateurs qui étaient représentés aujourd'hui ici, pour qu'on ait une dynamique commune d'investissement et pour se dire qu'il y a une exigence aujourd'hui qui est très légitime de la part des Français et des entreprises de dire que le niveau qu'on attend, ce n'est pas celui zone blanche, zone grise. Celui qu'on attend, c'est un bon réseau pour mener les actions dont on a besoin. Et une action dans une famille, c'est regarder une vidéo, c'est échanger sur un réseau social, c'est télécharger une pièce jointe, c'est uploader une pièce jointe. C'est toutes ces pratiques qui sont aujourd'hui des pratiques banales. Il y avait un reportage du 20h de France 2 il y a à peu près 6 semaines qui parlait de l'arrivée de la 4G dans un village. On avait l'impression d'avoir un reportage il y a plusieurs décennies sur l'arrivée de l'électricité. C'était beau, les gens couraient dans les rues en disant « ça y est, je l'ai, tu l'as vu ». C'était essentiel. Alors c'était un peu caricatural, mais ça a montré fort le sujet. Est-ce qu'ici, il y a des gens dans la salle qui, chez eux, ont un mauvais réseau mobile de qualité ? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bon, c'est un peu moins que la France. La France, c'est à peu près 10% de gens qui se plaignent d'un réseau de très mauvaise qualité autour de chez eux. Remarquez, vous n'êtes pas loin, là, à peu près 5-10% de la salle. Ça, c'est quelque chose qui est terrible parce que ça empêche l'installation de nouvelles entreprises, ça empêche d'avancer. Donc vous avez raison, on aide et on accompagne nos écosystèmes de façon territoriale, on accompagne les équipements et les infrastructures stratégiques, et surtout, on crée de l'intelligence humaine et avec les collectivités. Le deuxième élément sur lequel on essaye d'agir toujours sur cette innovation au niveau national, c'est la simplification. En ce moment, je fais un tour des startups. C'est-à-dire que je vais dans une vingtaine de villes en France et je rencontre à chaque fois une communauté de startups d'un secteur donné. Ce matin, on a passé près de 2 heures avec des entreprises de la Health Tech de Montpellier et qui m'ont tous 22 points, j'ai relevé 22 points ce matin, qui ont spécifiquement donné les derniers sujets sur lesquels elles se disent que c'est plus difficile d'entreprendre en France qu'ailleurs. Et moi, je ne veux plus qu'on puisse dire on n'a pas pu faire ça parce qu'on était en France. Aujourd'hui, on a fait un premier pack, on a fait un premier engagement fiscal, on a simplifié la fiscalité des entreprises, on a simplifié la fiscalité de l'investissement. Ça, c'était très attendu par les startups et par les investisseurs des startups. On a simplifié la capacité à recruter des salariés et à faire grandir les startups. Ça, c'était aussi une attente très forte. Et bien, le volet 2, celui qui arrive à partir de maintenant et jusqu'au premier semestre 2018, ça va être celui de la simplification ciblée. C'est-à-dire que, par exemple, dans la health tech aujourd'hui, il y a des sujets de capacité à l'expérimentation, de capacité à l'exception à la réglementation, de la sandbox, de créer des territoires d'expérimentation dans un temps donné qui vont permettre à certaines de ces startups ici de démarrer dès aujourd'hui leurs tests et pas d'attendre, ou pire, de ne pas aller les faire ailleurs et de ne pas recruter ailleurs des équipes techniques et scientifiques dans un autre pays. Donc ça, c'est un enjeu essentiel. Là, on l'a fait sur la santé.
La semaine dernière, j'étais à Lille, on a parlé des retail tech, qui eux se posent un énorme sujet sur les données personnelles, puisqu'elles manipulent beaucoup de ces données personnelles et elles ont besoin d'avoir un cadre encore plus clair, encore plus simple sur leur utilisation. On a beaucoup parlé de ressources humaines. Il y a des grands sujets sur l'offre de formation, la capacité de formation et la capacité à recruter les offres de compétences. On a parlé aussi ce matin, et c'est un élément particulier à l'Elstec, mais qui est les durées de certification. C'est-à-dire que quand même vous n'êtes pas un médicament, vous êtes un appareil de type médical et que vous voulez une certification CE, et bien parfois les délais peuvent pousser à plus d'1 an, ce qui en temps start-up est une décennie, voire un siècle. Donc on ne peut pas laisser une start-up attendre 1 an que l'administration et que les organismes certificateurs s'organisent pour pouvoir les certifier. Il faut qu'on puisse mobiliser les experts sur ces sujets, sachant que ça n'est pas gratuit, elles payent pour ça, et en plus elles attendent et elles perdent de l'argent. Donc ça, c'est un cercle vicieux sur ce sujet. Si je vous entends bien, c'est votre choc de simplification à vous? C'est mon choc de simplification à moi pour les startups. D'accord. Et alors, vous êtes particulièrement aligné avec Sébastien Soriano, qui était sur cette scène au DigiWorld Summit hier, qui nous parlait justement de cette opération réconciliation qu'il fallait mener entre les régulateurs et les innovateurs. Donc là-dessus, vous êtes aligné. Investir, oui, investir pour justement ce futur du digital. Mais comment est-ce qu'on fait pour anticiper malgré tout? Eh bien, vous avez raison. On doit traiter le présent et on doit préparer le futur. Aujourd'hui, on a, et j'ai consacré beaucoup de temps dessus, énormément d'innovations déjà prêtes qui ne sont pas encore en train de délivrer leur valeur. C'est-à-dire que c'est des innovations issues de la recherche publique, issues de la recherche privée, mais qui ne sont pas encore des produits, qui ne sont pas encore distribués. Ça, c'est l'urgence absolue. Mais il faut préparer la suite, parce qu'on est en train de subir des nouvelles transformations. L'intelligence artificielle, par exemple. On a demandé à Cédric Villani de mener une mission qui va rendre ses résultats d'ici le mois de janvier. À partir des résultats de cette mission, le gouvernement va annoncer une stratégie nationale de l'intelligence artificielle. On n'est pas la Chine. On ne pourra pas mettre autant de milliards que la Chine sur le sujet. Mais il se trouve qu'on n'est pas la Chine, on est la France. On a des avantages sur beaucoup d'autres pays dans le monde sur ce sujet. On a parmi les meilleurs instituts de recherche sur le sujet. On a parmi les meilleurs chercheurs au monde sur le sujet. Et donc le grand sujet à la fin, sur la préparation de l'avenir, ce sera de dire, eh ben, à la rencontre de quel autre domaine l'intelligence artificielle à la française peut avoir un impact dans le monde. Est-ce que c'est la santé? Et à ce moment-là, il faudra qu'on se mobilise et ce sera la santé. Est-ce que c'est l'énergie? Est-ce que c'est le véhicule autonome? Le véhicule autonome, il se trouve qu'en France, on a une grande culture du transport en commun, de l'industrie automobile. On se dit que c'est peut-être un sujet où il faut investir et regarder fort. C'est pour ça qu'on a demandé à Anne-Marie Hydrac de mener une mission sur le véhicule autonome spécifiquement, parce qu'on voit bien que c'est un bouleversement qui arrive, qui est très rapide et sur lequel la France a un rôle à jouer à l'international. Tout à l'heure, je parlais de bac à sable, de sandbox, de zone d'expérimentation sur le véhicule autonome. Ça va être essentiel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des fabricants français qui nous disent aujourd'hui qu'ils vont tester leurs voitures dans tous les autres pays de l'Union, voire à l'étranger, et qu'ils ne les testent pas chez nous. Donc, il va falloir qu'on soit capable d'ouvrir les capacités de test de ces véhicules autonomes parce que nous avons un véritable coup à jouer sur ce sujet. On ouvre les chakras, donc si je vois bien en effet de l'État, du gouvernement, pour pouvoir justement travailler en mode start-up finalement. Très rapidement, dernier, sur l'Europe, on y revient peut-être. Comment est-ce que là aussi, on investit aux côtés de nos voisins européens pour enfin faire bloc et montrer que le digital européen, ça fonctionne quand on se donne les moyens de le faire ensemble? Le président de la République y croit très fort, donc on a décidé d'essayer par tous les moyens. On va le faire au niveau de la Commission, donc c'est un moment où il faut qu'on se mette tous d'accord, mais on va aussi faire du bilatéral. Les Allemands sont prêts, nous sommes prêts, et ben on va faire un premier fonds d'investissement dans l'innovation avec les Allemands. On croit très fort à une agence de l'innovation, de disruption, les agences d'innovation avancées, notamment sur les deep tech. Bon, ça va nécessiter qu'on ait pas forcément tout le monde, mais beaucoup d'entre eux, mais on se donne un objectif que d'ici 24 mois, on soit capable d'avoir avancé très vite sur le sujet. Mais un des grands objectifs, et c'est aussi un objectif partagé par la commissaire Maria Gabriel, c'est comment la Commission peut se doter elle-même d'un outil d'investissement avec des axes stratégiques qui sont clairement ceux du niveau européen. Elle parle souvent des supercalculateurs, c'est un sujet. Est-ce que tous les pays de l'Union pourront investir? Non. Est-ce que tous les pays de l'Union devront en bénéficier? Oui. Donc comment on pense ce sujet de demain? On a des secteurs stratégiques en France et en Europe qui sont intéressants sur le transport, sur l'énergie. Il y a une façon de faire à l'européenne, à la française, qui est regardée dans le monde. On a une industrie de la cybersécurité. Il se trouve que nos concurrents, c'est les Américains, les Israéliens, les Chinois, les Russes. Et bien, il y a plein de pays dans le monde qui veulent aucun de ceux-là. Et donc, du coup, la cybersécurité à l'européenne, à la française, elle est désirée, elle est attendue par de nombreux pays dans le monde et par certains continents. Donc, comment on fait pour certains
cibler certaines industries qui sont des industries du maintenant et de l'après, et comment on est capable d'investir aussi dans des techniques, des technologies qu'on ne maîtrise pas encore et dont on ne voit pas tout de suite les outputs. C'est toujours cette règle de comment on gère le temps. Et donc c'est pour ça que nous, on a décidé d'investir à la fois sur le très court terme, le moyen terme, le très long terme, et ça c'est extrêmement important. Il y a aussi le fonds au niveau français, parce que vous avez vu, on fait le fonds européen, on fait aussi le fonds français, qui a été annoncé par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, sur ces 10 milliards d'euros qui iront à l'investissement de technologies de rupture, cette fois-ci au niveau national. Ces 10 milliards d'euros, ils vont générer chaque année plusieurs centaines de millions d'euros qui seront utilisés pour cet investissement. Des investissements dont on n'est pas capable de calculer un ROI, dont on n'est pas capable de dire immédiatement combien ils vont rapporter, parce qu'ils sont justement des technologies qui, si elles fonctionnaient, bouleverseraient les équilibres. Si elles ne fonctionnent pas, eh bien c'est pas grave parce qu'elles nous auront permis d'aller les explorer. Mais le grand chantier du moment, le dernier chantier du moment, c'est un chantier intellectuel sur comment on repense cette économie à l'ère des plateformes, à l'ère des données. Aujourd'hui, je fais souvent une métaphore sur ces grands acteurs du numérique qui se comportent comme des prisons qui monnaient l'accès à leurs prisonniers, mais des prisons avec une entrée très charmante et très attirante. C'est-à-dire qu'on y court tous, tellement elles sont belles, tellement le chant de ces sirènes nous a attirés. Et puis une fois qu'on est dedans, elles nous monnaient à tous, elles nous monnaient aux entreprises qui veulent travailler avec nous, elles nous monnaient auprès des autres qui veulent rentrer en contact avec nous, elles nous monnaient auprès de ceux qui veulent nous regarder, nous comporter entre nous dans cette prison. Et puis quand on veut en sortir, c'est très dur, parce que tout ce que j'ai construit dans cette prison, toutes ces données qui sont dans cette prison, eh ben c'est très dur de les reprendre avec moi et de les remettre ailleurs. Alors aujourd'hui, on a des sujets sur la portabilité des données. Si vous voulez quitter Facebook, vous avez un petit bouton qui s'appelle « Je veux récupérer toutes mes données ». Mais si vous le faites, vous allez voir, vous avez une archive de 1 giga ou un peu plus si vous avez beaucoup de photos et que vous y êtes depuis longtemps, mais vous ne pourrez rien en faire. Pareil sur Google, si vous demandez l'export de vos données, ils sont irréprochables. Vous appuyez sur un bouton et puis vous récupérez toutes vos données. C'est pareil sur toutes les plateformes. Les Français et les Européens ont encore du travail à faire. Et avec l'arrivée du nouveau règlement sur les données personnelles qui va être mis en place à partir du mois de mai, il y aura cette obligation de portabilité des données, la capacité à les récupérer. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'est-ce que ça va pouvoir provoquer dans la concurrence entre les plateformes. Moi, ce que je souhaite, ça, je vous dis ce dont je rêve pour 2022, c'est que d'ici 2022, ce soit les citoyens consommateurs qui aient une maîtrise complète de leur écosystème numérique. Et qu'en ce moment, moi, j'adore utiliser Google et Gmail, mais si dans 3-4 mois, si dans 2-3 ans, j'ai envie de changer, il faut que ce soit simple technologiquement de récupérer tous mes contacts, tous mes historiques, l'intégralité de mes emails. Aujourd'hui, quelqu'un qui est fort techniquement, il peut le faire, mais c'est long et c'est compliqué. Je veux que ce soit facile d'aller chez un autre prestataire et de continuer à vivre ma vie chez un autre prestataire. Pareil avec Facebook, pareil avec Uber, pareil avec Blablacar, pareil avec toutes les entreprises qui aujourd'hui travaillent avec mes données. Il faut que je sois capable de moi-même créer mon real estate numérique, mon capital numérique. Alors, ce n'est pas forcément de la propriété, c'est pas forcément un nouveau domaine, mais c'est une maîtrise. Peut-être ça passera par la propriété, mais en tout cas, ça doit passer par la maîtrise. Et bien ça, je vous assure, ça va créer de la fluidité, ça va créer plus de concurrence. Moi, je ne suis pas sûr qu'il faille démanteler ces géants. Par contre, je suis certain qu'il faut qu'il y ait une meilleure concurrence et il faut absolument que tout le monde joue au même niveau. Et la question fiscale est un élément important, le traitement des données est un élément important, et le jour où on traite ces deux sujets-là, et si on arrive à le faire dans les 24 prochains mois, je vous assure qu'on donne une chance incroyable à la France et à l'Europe d'avancer dans cette compétition internationale. En tout cas, moi j'y crois très fort, le président de la République y croit très fort, chacun des membres du gouvernement dans son secteur investit massivement le numérique et en fait un des piliers de sa transformation. Ça aura aussi un impact sur nos innovateurs. Quand on dit que le numérique fait partie de la stratégie de santé, eh ben, ça en fait partie. Allez, question fiscale sur laquelle Bruno Le Maire a fait d'ailleurs une proposition avec plusieurs autres ministres de l'Union européenne. On verra ce que ça peut donner en effet dans les prochains mois, puisque l'harmonisation fiscale européenne est une utopie à laquelle on arrivera peut-être un jour, mais en tout cas pas dans les 2 ou 4 mois dans lesquels vous voulez retirer vos données personnelles et exploitables de vos comptes Facebook et Gmail. Mounir, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci à vous. Gouverner, c'est prévoir en mode sandbox. Merci infiniment. En tout cas, c'est gérer les temps et les cycles. Complètement. Merci infiniment, merci à vous.